à toutes et bonjour à tous et merci de continuer par nous suivre sur SICA. Deux sujets à aborder aujourd'hui dans votre émission 100% Bénin sur SICA. D'abord, les récentes propositions de loi déposées sur la table des députés à l'Assemblée nationale du Bénin pour être examinées et adoptées, mais qui alimentent depuis quelques jours la polémique. Au-delà des controverses, ce sont des inquiétudes, pour ne pas dire des craintes, que suscitent ces tests de droit, notamment dans le rang des acteurs de la société civile en ce qui concerne la remise en cause des libertés et de certains acquis démocratiques. Mais ces craintes sont-elles justifiées? Eh bien, on fera le débat. Nous aborderons ensuite, en deuxième partie de cette émission, le débat sur la révision de la Constitution, un autre débat qui alimente la polémique au Bénin, surtout après la dernière sortie du ministre de la Justice au Bénin, Maître Joseph Djogbenou. Entre la volonté du gouvernement de contourner le peuple et le contenu du projet de révision qui tarde à être vulgarisé, on se demande bien vers quel type de révision l'on s'achemine. Deux acteurs de la société civile pour mener la discussion. À ma droite, Gustave Assa, bonjour. Bonjour à vous. Acteur de la société civile, vous êtes le président du réseau Social Watch Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à SICA TV et à tous les téléspectateurs également. À ma gauche, Julien Oussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Également acteur de la société civile, vous êtes le coordonnateur national de WANEP Bénin. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Gustave Assa, 12 propositions de loi au total actuellement sur la table des députés à l'Assemblée nationale qui pourraient être examinées en procédure d'urgence, des tests qui suscitent des inquiétudes dans beaucoup de milieux. Beaucoup craignent que quelques-unes de ces propositions de loi remettent en cause certains acquis démocratiques. Qu'en est-il concrètement au niveau de Social Watch Bénin? Je vous remercie pour la perception des choses. Le réseau Social Watch, dans la dimension de ses activités, relève un certain nombre d'éléments d'appréciation et soumet au peuple certaines analyses et puis en fait de proactivité. Nous intervenons davantage sur ce qui semble être des inquiétudes ou des appréhensions sur lesquelles il faut ramener et surtout au niveau des députés, attirer leur attention pour qu'on ne commette pas l'erreur de fonder quelque chose, c'est-à-dire de prendre des textes et des lois qui, pendant des années, vont régir les comportements et qui, malheureusement, peut-être, peuvent entraîner des situations déplorables. En fait, le Social Watch a fait cette sortie proactive sur l'ensemble des lois. Vous l'avez dit, c'est quelques lois qui suscitent cette attention pour que nous n'ayons pas des lois liberticides et que nous n'ayons pas, disons, des pieds qu'on puisse porter dans les plats de la démocratie pour les acquis que nous avons déjà. En parlant de lois liberticides, nous avons mis l'accent notamment sur la loi sur l'identification des personnes. Nous avons vu aussi des questions liées à la loi sur les renseignements en République du Bénin. Et nous sommes interrogés sur la loi portant organisation du secret de la défense. En l'état, nous avons pu être avertis qu'il y a forcément des démarches qu'il faut entreprendre pour demander que les propositions de loi tiennent compte d'un certain nombre de choses. Pour ce qui concerne la loi sur les marchés publics, modifiant complètement la loi sur les marchés publics, nous nous sommes aussi dit qu'on a eu des acquis à ce niveau déjà. Par rapport à ces acquis, il ne faudrait pas, une fois encore, faire des marches arrière pour pouvoir aller à ce niveau-là. Si nous prenons par exemple le cas de l'identification des personnes en République du Bénin, je crois qu'il y a des acquis. Les COS, les PI 1, 2 et 3 ont fait des avancées notoires sur l'identification des personnes avec certaines imperfections. Et ce ne sont pas des imperfections qui devront être considérées comme des choses qui n'existent pas. Donc, on attire l'attention des députés sur la nécessité de ne pas reculer, la nécessité de ne pas investir là où on a déjà investi, mais de faire un complément d'information tout en capitalisant
les acquis de COSLEPI 1 et 2 en tenant compte de la mission de Arif Ali Bako également sur ce chantier qui était donc le premier pour pouvoir le faire. Nous pensons aussi qu'il y a les éléments d'archives sur lesquels on a déjà investi beaucoup de milliards. Et ces éléments d'archives, pourquoi une fois qu'une loi doit être prise, on doit considérer que ces choses-là n'existent plus du tout. Quand on prend la carte sur l'identification des personnes qui a été faite, on avait même vanté la vertu de ces cartes qui devaient servir à beaucoup de choses, même s'il y a des choses à revoir dedans. On devrait tenir compte de ça. Je n'irai pas plus loin. Je parlerai également de la proposition de loi relative au renseignement. On va revenir en détail sur cette loi. Très bien. Mais je voudrais aussi finir en disant qu'il n'y a pas que ces lois qui soient visées. Il y a également des choses, des lois sur l'affacturage, par exemple, qui est une très bonne chose. Et on ne pourra pas tout condamner pour dire que tout est mauvais. Nous ne sommes pas dans cette vision. Au contraire, nous voulons féliciter cette ardeur des députés à donner des tests d'application à des politiques qui existent dans notre pays, mais qui n'ont pas de tests d'application également. Julien Ousso, est-ce que vous ressentez les mêmes appréhensions du côté de Wanep Bena? Merci pour la question. Vous savez, ressentir, c'est d'abord observer. Quand vous observez que des citoyens dans la République ne sont pas d'accord ou ont des appréhensions, vous ressentez déjà quelque chose. Alors nous parlons sur l'esplanade du palais des gouverneurs, donc à Porte-Novo, il y a une marche, disons, de citoyens contre disons, des lois. Dans cette liste de lois citées tout à l'heure, il y a actuellement, dans les informations qui circulent, une délégation de syndicats à la présidence de la République. Vous imaginez donc, il y a des citoyens qui ne sont pas en accord avec. Et au-delà de ça, pour les matières que WANEP, en tant que réseau d'éducation de la paix, pour les matières que nous traitons au quotidien, il y a moyen et il y a assez d'éléments pour s'inquiéter. Vous savez, la situation de paix mérite d'être construite au jour le jour. Et quand on commence par avoir, disons, des éléments qui peuvent constituer un cocktail, disons, un cocktail entre griffes qui peut pousser le citoyen à réagir, donc il faut y faire attention. Nous sommes avec, disons, les 12 derniers mois, en train d'emmagasiner un certain nombre de situations qui, de plus en plus, commencent par générer des réactions des citoyens à la base. Et nous, sur ces questions, nous voyons que la situation devient de plus en plus sensible et qu'il faut veiller au grain. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments déclencheurs. Alors, Monsieur Assa, lors d'une récente sortie, lors de votre récente sortie, je crois que c'était le 3 mars dernier, vous êtes particulièrement intéressé à la proposition de loi modifiant et complétant le code des marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin. Quels sont concrètement ce que vous reprochez à la nouvelle proposition de loi? Dans le cadre précis des marchés publics, je crois que ça a été un long processus qu'on aboutisse à une loi et que nous ayons une loi qu'on veut modifier maintenant. Déjà dans la démarche n'est pas participative et inclusive. Il a été un long débat avec la société civile sur des questions de marché public dans un contexte qui aujourd'hui n'exclut pas le contexte de l'UOMA qui donne un certain nombre de précisions pour le Bénin. Lorsqu'on en vient à déclarer ou à faire une proposition sur une disposition particulière, de gré à gré, exceptionnelle, à autoriser en Conseil des ministres. C'est un problème. C'est un problème dans la mesure où ça ne saurait garantir une certaine transparence et une crédibilité dans la commande publique aujourd'hui. En effet, lorsque c'est le Conseil des ministres qui va finir par dire ça, c'est un gré à gré. Mais on n'est pas sorti de l'ornière. Pour renforcer l'efficacité de la commande publique aujourd'hui, l'analyse économique recommande d'utiliser autant que possible les voies et recours qui existent, ainsi que les forces concurrentielles. Il faut les mettre en concurrence, forcément. Quelle est l'urgence aujourd'hui et au nom de quelle urgence on veut doter le Conseil des ministres d'un pouvoir de déterminer le gré à gré? Je pense que c'est une question importante. Concernant la disposition des marchés publics suite à des offres spontanées, les offres spontanées, ok, doivent s'inscrire dans une logique. Nous avons un programme d'action du gouvernement, ce qui suppose qu'il y a des gens qui y travaillent. Et on sait à quel moment on doit avoir les plans
de passation de marché. Quand on parle de plan de passation de marché, ça veut dire qu'on intègre les visions utiles aujourd'hui, mais en même temps, on prévoit la possibilité qu'il y ait, n'est-ce pas, des cas où on peut, tout en laissant l'espace, effectivement, à cette spontanéité qu'on prévoit déjà. Et lorsqu'on peut prévoir déjà, il y a surtout à se dire, parce qu'on pense qu'on veut prendre une loi pour justifier les gré à gré, pour justifier les marchés qui vont échapper au contrôle et à tous les mécanismes mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, aller plus loin. Je pense qu'il y a aussi à ce niveau l'élargissement des cas de dérogation au code des marchés publics pour tenir compte de difficultés pratiques récurrentes. Non, il faut qu'on essaie de voir, il faut donner la possibilité à la gouvernance des marchés publics d'aller dans l'efficacité, dans la durée, mais que surtout, on n'ait pas à reprendre des marchés pour que des dommages-intérêts soient payés à des gens. La loi le dit, mais qu'est-ce que le Code des marchés publics dit au niveau de l'UEMOA? Qu'est-ce que cela permet donc de garantir? Il faudrait se référer. On a une loi, certes, mais qu'est-ce que dans la région, on peut suivre pour ne pas tomber? L'inquiétude est simplement là. Le tout ne suffit pas de passer le marché, mais et après, qu'est-ce que le Bénin gagne? Qu'est-ce que le Bénin perd? C'est ça. Notre inquiétude. Par rapport à cette loi, proposition de loi modifiant et complétant le Code des marchés publics, est-ce que vous avez l'impression que c'est une loi qui donne beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif au détriment des autres institutions, des autres forces vives de la nation? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis que fait au niveau de la commande publique, lorsqu'on enlève la possibilité des forces concurrentielles pour doter l'exécutif d'un pouvoir, il y a exclusion. Il n'y a pas participation. C'est ça la réalité. Donc, à mon avis, c'est un peu ça. Peut-être, Julien, que... Julien Osso, par rapport à cette question liée à la proposition de loi modifiant et complétant le Code des marchés publics au Bénin, vous avez certainement des observations du côté de la Bénin. Oui. Vous voyez, c'est la problématique, elle est celle que vient de poser monsieur Assa. On est dans un dispositif où on était en droit, en tant que citoyen, d'espérer que les mesures ou les corrections qu'on apporte soient nécessairement des corrections consolidantes, c'est-à-dire qu'ils consolident les dispositions que nous avons. Mais de ce point de vue, quand on instaure de cette manière-là du gré à gré, alors que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous avons le pouvoir économique qui est totalement infiltré dans le pouvoir politique. Et donc, les économiques sont là, disons, à la commande politique. Et c'est les économies qui décident maintenant de passer du gré à gré, disons, à d'autres acteurs. Il n'y a aucun autre moyen de nous rassurer de ce que ce n'est pas fait ou ce ne sera pas fait au profit des uns ou des autres, des proches ou des plus proches. Et c'est là le danger, en disant que, de ce point de vue, cette disposition qui vient déconstruire un peu ce qu'on était en train de construire, gouverner, c'est prévoir. Donc, nous devons nous inscrire dans la planification. Nous devrons alors veiller à ce que, disons, des urgences nous amènent à faire du gré à gré. Et puis, s'il s'avère que c'est vraiment un prestataire unique, on n'en a pas trouvé d'autres, c'est des raisons qui sont prévues par les dispositions qui existaient et on sait comment on gère ces choses. Donc, on ne peut pas comme ça s'arroger parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, s'arroger plein pouvoir pour extraire certaines commandes publiques, disons, du processus normal et les distribuer comme on veut. Ce n'est pas rassurant pour le contribuable que je suis, ce n'est pas rassurant pour l'organe, disons, de suivi de la gouvernance dans le pays dont je fais partie, et pour en fait, la structure pour laquelle je travaille. Et tout ça inquiète parce qu'il faut vraiment se demander si tout ça est de nature à assainir vraiment, disons, la gouvernance du pays, à assainir vraiment la gestion des ressources publiques. Et c'est là les inquiétudes sur cette matière, comme sur beaucoup d'autres parmi les lois qui sont en circulation. Que nous avons et justement, lors de sa dernière sortie, Social Watch a également mis l'accent sur d'autres lois, d'autres propositions de loi. Peut-être avant qu'on aille à ce niveau, il faudrait qu'on donne un exemple précis de ce qui fonde notre inquiétude. Allez-y. La loi PPP, par exemple. Au nom de cette loi, il y a eu une décision, justement, en Conseil des ministres, qui autorise 3 ministres, je dirais 3 ministères, si vous le voulez bien, dans le contexte institutionnel, à passer un contrat avec une organisation, je préfère ne plus dire son nom ici, et cette décision se fondait sur la loi PPP, qui est en fait un national juridique
conçu pour faciliter, n'est-ce pas, le monde des affaires aujourd'hui. Ce qui veut dire que notre État est conscient d'une chose, se doter des outils, des instruments légaux et juridiques pour pouvoir amener une certaine satisfaction dans le monde des affaires aujourd'hui. Ce qui, plus tard, nous donnerait des cautions au niveau des indicateurs de, comment on appelle, de doing business. C'est une avancée extrême pour le Bénin. On n'avait pas cette loi. Mais cette loi est votée. En Conseil des ministres, on prend une décision. On dit, on passe le marché à tel. OK. Mais il y avait une situation là. Au cœur de cette loi PPP, vous avez vu par la suite que Social Watch a raison, au cœur de cette loi PPP, il s'est passé 3 choses. Le gré à gré devrait être fondé après, n'est-ce pas, un marché infructueux. Et lorsqu'on veut le faire gré à gré avec quelqu'un, cela suppose que la personne a les ressources, les compétences, le profil, l'exactitude et l'unicité de la qualité qu'il lui faut pour qu'on puisse requérir à ce gré à gré. Aujourd'hui, lorsque vous retournez à cette situation que nous avons dénoncée, à raison justement, on comprend que, pour faire la loi PPP, il faut que la direction du contrôle des marchés, direction nationale du contrôle des marchés publics puisse requérir l'avis de non-objection du centre d'appui au PPP. Est-ce que vous savez que cette loi en l'état où on passait ce marché n'avait pas de décret d'application? Il n'y avait pas de décret d'application des lois PPP. En ce moment précis, on avait dénoncé le centre d'appui au partenariat public-privé n'était même pas créé, c'est-à-dire le décret de création de ce centre d'appui au PPP n'était pas créé. Et enfin, lorsque vous allez à ce niveau, on avait découvert effectivement que, écoutez, cette institution avec laquelle on veut contracter le 18 du mois où on donnait l'instruction à 3 gros ministères de mon pays de passer marché avec cette institution, c'est le 20 que cette institution a été créée. Et ça, c'est mon Bénin. Ce n'est pas possible. Mais plus tard, vous avez vu que la Cour constitutionnelle dit qu'en l'état là, pour non-contrôle de conformité également, que cette loi n'est pas applicable. Nous ne voulons pas dire que nous avons eu raison sur les aspects que nous avons incriminés. Et donc, lorsque quelque chose vient de paraître pour être consolidé, pour consolider l'espace juridique et l'arsenal juridique que nous avons en matière de marché public, nous pensons que la gouvernance des marchés publics risque de recevoir un coup et il faut vraiment sortir pour dire est-ce qu'on peut faire un peu attention? Est-ce que les députés peuvent faire attention pour ne pas nous doter de ce qui plus tard peut causer des ennuis au Bénin? Justement, vous n'avez pas appelé les députés à faire attention sur la loi modifiée, la proposition de loi modifiant et complétant le code des marchés publics. Vous avez notamment fait allusion à la proposition de loi sur le renseignement en République du Bénin et celle sur l'organisation du secret de la défense nationale. Vous avez recommandé aux députés de veiller à ce qu'aucune disposition liberticide ne figure dans ces tests à adopter. Quelles sont vos craintes à ce niveau? Là, je serai assez bref. C'est le caractère restrictif de la loi sur le renseignement. C'est le caractère qui plutôt permet de régler des problèmes d'individus. Nous avons évoqué la question pour qu'on fasse attention à ce niveau. Il est déjà difficile en temps ordinaire qu'un régime puisse véritablement, totalement respecter la liberté d'expression, de circulation, de mobilisation des individus. Lorsqu'on crée l'espace pour commencer par prendre des renseignements sur chaque individu, de quelle manière peut-on être sûr que ces renseignements-là sont objectivement utilisables pour l'avenir des citoyens que nous sommes aujourd'hui? Nous avons simplement dit, vu en l'état, il faut que nous développions une vision globale. Est-ce que les renseignements aujourd'hui peuvent aider les Béninoises et les Béninois à avoir la vie d'abondance avec le régime en place? Ou doit-on se servir d'informations particulièrement visées, ciblées, pour pouvoir nuire ou détruire les perspectives individuelles des Béninois? Je pense que c'est là où nous avons été inquiets. Et au lieu de chercher à régler les problèmes d'individus
et de justifier ça par une loi où aucun Béninois n'est à l'abri de l'arbitraire. Dans ce sens, nous évoquons la possibilité de faire très attention. Je donne un cas simple pour ce qui concerne les renseignements. Et ce qu'on appelle les enquêtes de moralité, par exemple, sur un individu. Ça consiste une partie importante dans une prise de décision concernant l'individu, que ce soit au plan économique, au plan moral, au plan, je ne sais pas, juridique. Et ça contribue, ça concourt à faire un choix sur le sort de cet individu, quelle que soit la matière où cela est évoqué. L'enquête de moralité, il n'y a plus rien de plus subjectif que ça. La subjectivité de ce processus amène à prendre forcément des décisions arbitraires sur l'individu. Ça peut consolider un espace objectif pour ce qui concerne l'individu. Mais lorsqu'on en vient à faire cette utilité, vous ne serez plus là. Je viens par exemple là, je dis, mais nous voulons savoir un peu sur ce que tel individu X dans votre quartier. On entre dans le quartier, on pose. C'est les renseignements, non? On prend des renseignements sur l'individu. Il suffit que quelqu'un dise, ce type-là, il ne fait qu'enceinter les gens. Hein? Il enceinte, il enlève les grossesses. Il fait ceci, il fait cela. Ça fait partie de ce que les gens cherchent contre toi. On ne cherche pas des éléments pour toi. On cherche des informations contre toi. Parce que c'est ciblé individu. Nous voulons qu'il y ait plutôt une approche globale, une approche large, une approche plutôt consensuelle et qui inclut une manière de voir si le contradictoire est possible pour l'individu sur lequel on prend des renseignements. Mais que ce soit une approche individuelle, que ce soit une approche globale, il faut que l'État comprenne qu'il n'y a d'État que lorsque les populations et les individus existent. Il n'y a de peuple que lorsqu'il y a une certaine cohésion entre les formes d'information, de renseignement qu'on peut prendre pour faire avancer la démocratie dans notre pays. On ne peut pas reculer de 20 ans pour les perspectives. Et je crois que nous avons un État qui est à l'écoute. Parce que pour finir l'histoire des PPP, une semaine après notre sortie, l'État a pris les lois et les décrets d'application. Enfin, les décrets d'application. L'État a pris le décret créant le centre d'appui au PPP. Et donc, nous estimons quand même que nos sorties contribuent à attirer l'attention de nos gouvernants sur ce que, en le faisant bien, cela permet au peuple de respirer. Il n'y a pas que des milliards donnés au peuple pour leur permettre d'être efficaces et d'être en paix et d'être plutôt bien gouverné. Alors, Julien Osso, nous parlons de la proposition de loi sur le renseignement en République du Bénin et celle sur l'organisation de secret défense. Quelle analyse, quel décryptage vous en avez fait du côté de WANEP Bénin? Merci. D'abord, sur le renseignement. Vous voyez, on savait, tous les Béninois savaient que cela se faisait. Bien sûr. Il y en avait qui étaient mis sous écoute, il y avait ça. Aujourd'hui, on tente, disons, de légiférer pour légaliser la chose. Et c'est pourquoi on devrait s'attendre quand même à ce qu'en le faisant, on prenne tout au moins les précautions pour que cela soit régi et vraiment... Mais quand on lit, pour le citoyen lambda que je suis, il y a plus de peur. Parce que dans un premier temps, les choses n'ont pas vraiment changé. Le chef de l'État et son coordonnateur au renseignement, donc les deux, un coordonnateur qu'il a nommé lui, le chef de l'État, c'est eux qui décident et vous gèrent. C'est-à-dire quoi? Ils leur donnent, on le fait, on collecte, voilà. Ça voudrait dire quoi? Si vous avez affaire à lui, il n'y a pas d'autre procédure, c'est de son ressort. Première chose. Deuxième chose, vous voyez, quand vous prenez cette proposition et que vous allez à l'article 4, vous allez vous rendre compte que on a mis des délais et qu'on a mis la possibilité de les renouveler à perpétuité. Donc 4 mois, on sera en train de... Il n'y a même pas un moyen, disons, de restreindre ce renouvellement pour permettre à ce que je ne sois pas indéfiniment et toute ma vie, disons, sous procédure de renseignement, de collecte de données sur ma personne. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que dans un temps donné, si vous n'arrivez pas à trouver, vous devrez vous rendre compte de ce que la loi vous interdit de me surveiller pendant 80 ans. C'est ça. Mon espérance de vie, c'est pas possible. C'est le chef de l'État qui désigne le responsable de la renouvelle la perpétuité sans pouvoir mettre une limite. Au-delà de tout ça, on est même allé plus loin en disant que les forfaitures, j'utilise ce terme, que pourrait commettre l'argent
dans le cadre de ces renseignements, ne sont pas... n'engagent pas les parties prenantes. Et donc, on sacrifie le citoyen, on sacrifie les droits du citoyen pour un agent. Même pour le Saint-Benoît qui sait regarder les films policiers, on sait de quoi est capable un agent pour vous tirer de l'information. Et on me dit que l'agent qui me torture, éventuellement pour retirer de l'information, qui n'est pas puni, qui ne sera pas puni. Et qu'on le protège dans ce cas-là. Donc on finit sur se demander, mais pourquoi ça? Est-ce que le contexte régional, est-ce que la position du Bénin est devenue aussi si difficile pour qu'on soit obligé de chercher? En d'autres termes, la torture sera légalisée. Dans ces détails, c'est la compréhension qu'il faut avoir simplement. Parce que même ces dispositions ne rendent pas professionnels, ne vont pas contribuer à la professionnalisation de l'agent chargé de renseignement. S'il sait que, quoi qu'il fasse, pourvu qu'il dise que c'est dans le cadre de cette mission qu'on lui a confiée, il est protégé. Il est protégé. Il ne peut pas se professionnaliser, il ne peut pas chercher les moyens, disons, qui respectent mon droit de citoyen pour le faire. Et donc, au finish, et tout ça se passe, en fait, ça nous tombe du jour au lendemain sur la tête, sans que nous ayons eu l'occasion d'en entendre parler, d'en discuter, d'en débattre, de savoir qui a ce besoin, de savoir qu'il faut cadrer ce besoin et de savoir comment on va répondre à ce besoin. Et quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? C'est en fait ça. C'est ça les grandes difficultés qu'on a quand vous regardez les lois. Et il faut recommander aux citoyens d'aller lire, disons, cette loi pour se rendre compte de ce qu'il y a risque. Il y a risque parce qu'à tout moment, le chef peut décider de votre sort. C'est lui qui désigne le responsable de la cellule. Décider de votre sort. Et on peut décider de votre sort durant toute votre vie, durant toute votre vie. Alors, en quelque sorte, vous donnez raison à ceux-là qui ont parcouru ces propositions de loi et qui estiment qu'elles concentrent beaucoup de pouvoir entre les mains du président de la République. Ces personnes, justement, suggèrent donc l'instauration d'un contrôle juridique de ces lois par une commission indépendante qui comprendrait en son sein des magistrats et aussi des députés de la majorité et de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, cela s'impose parce que ce n'est pas fini. Quand vous regardez la position de loi, le citoyen que je suis, ou le citoyen sur lequel on cherchera des renseignements après, n'a aucun moyen, disons, de réagir ou de riposter ou dès qu'on truque les informations qu'on collecte sur lui. Il n'y a pas de sanction. Parce que nous savons que dans ce pays, tout est trucable. Aujourd'hui, en termes de communication téléphonique, en termes de vidéos, en termes de photos, on peut tout truquer. Mais l'agent qui collecte les informations, il est le bon Dieu. Il fait tout sans vraiment chercher jamais à tenir. Et la loi le protège encore. Et une loi vient pour le protéger. Donc la loi ne te donne même pas les moyens, quand tu te rends compte qu'on a truqué les informations sur toi, de pouvoir. Et donc, effectivement, il y a moyen de trouver une instance qui dépasse, disons, ce niveau pour veiller au contrôle, pour recevoir les recours en cette matière et permettre aux citoyens qui sentent que dans le cadre de ces renseignements qu'on collecte, parce qu'on le sait, si vous êtes sur cours, si vous devez le savoir. Si ça vous dérange, tout le monde sait. Ceux qui savent qu'ils sont sur les coups, ils savent. Hein? Vous devez pouvoir introduire un recours et demander qu'on puisse regarder dans la légalité. On ne peut pas penser faire de la légalité en empêchant celui qui subit de ne pas avoir de droit de recours. Et dans le texte, quand on regarde, on ne trouve pas. Et vous avez posé une autre question sur la question du secret de la défense. Oui. Vous savez, je suis conscient d'une chose, que dans la plupart des textes de la République, la notion venait, secret défense, sans que nous n'ayons un contenu sur cette notion. Et cela a été suffisamment utilisé des fois pour, disons, fuir et dire on ne communique pas de l'information sur ça, sur ce dossier, parce que c'est une question de secret défense. Et donc, il y avait besoin, disons, d'éclaircir la notion. Mais la proposition qui est arrivée n'a pas du tout éclairci cela. De mon point de vue. Parce que la proposition devrait en fait nous permettre de faire la différence entre secret de défense et secret des acteurs qui s'occupent de la défense. Secret militaire et secret de militaire. C'est-à-dire que on a tout mis dedans, les actes, les procédés, les moyens et autres, alors que des cas précis sont là, qui sont comme des actes posés par des agents de la défense ou des agents, des militaires, qui ne sont pas des questions de secret militaire, mais des secrets de militaires. Je vais vous donner un exemple. Des citoyens dans le nord du pays se sont rendus compte que l'entretien
de l'un des chevaux, utilisés par l'armée, disons de la cavalerie, que l'entretien de l'un des chevaux utilisés par l'armée coûte 4 fois plus que le salaire d'un militaire. Et il dit, je veux aller comprendre si c'est vrai que cela coûte 4 fois plus que le salaire d'un militaire. Et on lui dit, c'est secret défense. Hey. Gouvernance. C'est une question de gouvernance. Absolument. Parce que il y a d'autres qui investissent. Soit ils sont très mauvais en termes d'entretien de chevaux et il faut leur retirer ça et confier à d'autres. Ils peuvent utiliser moins de ressources pour le faire. C'était des marchés en fait qui sont passés. Et donc, tel qu'on écrit la présente loi, c'est qu'on a mis assez d'éléments au point où moi qui attendais une clarification de la notion, je ne sais pas vraiment si on me permet de mettre de côté les actes de mauvaise gouvernance dans la question de gestion de la gouvernance, de gestion de la défense, dans la question de gestion militaire et autres, pour m'attaquer vraiment. Je ne suis pas du tout intéressé à savoir quel est le nombre de chars, quel est le nombre de... Ces informations ne m'intéressent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais les informations d'autres sont utiles pour le citoyen que je suis. Et tout ça, quand vous allez voir les 10 principes, disons, d'accès du citoyen à l'information publique, c'est vraiment un porte-à-faux avec ces principes-là, qui doivent permettre aux citoyens de savoir ce qui fait la défense. Elle est pour nous, mais qu'on nous dise avec précision, quand vous regardez sur ça aussi, juste conclure que c'est dangereux, peut-être pour le citoyen, et qu'on devrait trouver les moyens de faire en sorte que le secret de défense ne devient pas un secret des défenseurs, de gens qui s'occupent de la défense, parce qu'ils gardent entre eux le secret, et c'est au détriment de la population. La notion risque d'être plus explicitée que d'être, disons, concentrée dans des notions aussi grandes comme les procédés, les actes, les moyens. C'est pas utile. Pour conclure cette partie, en fait, une loi, oui, une loi en fait, mais nous sommes restés sur notre fin. Une loi qui précise les contours militaires et sécuritaires. D'accord, mais pourquoi la loi ne peut pas aller plus loin en matière de renseignement économique, renseignement commercial, renseignement scientifique, renseignement pour lesquels l'impact au niveau de la société pourrait permettre aux uns et aux autres de jouir, non pas pour écraser l'individu, mais pour permettre effectivement que dans sa vision participative, on puisse aller. Est-ce que c'est une loi qui protège l'individu ou qui écrase l'individu? Nous voulons que ce soit plutôt une loi qui protège l'individu. Nous voulons que ce soit une loi qui ait un impact sur la vie économique, la vie sociale, la vie de tous les jours béninois. Nous ne voulons pas que ce soit une loi dont l'impact reste à appréhender dans une version négative. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on reste dans une approche qui renforce l'État, qui continuera d'écraser l'individu, mais que ce soit un État qui soit dans une approche participative, inclusive. Dans la tolérance, on ne refuse pas qu'il y ait des lois qui pénalisent ceux qui sont des contrebandiers, qui pénalisent ceux qui sont dans des postures aujourd'hui pour insécuriser l'État. Non, que l'État prenne ses responsabilités, mais quand l'individu commence par avoir peur, il faudrait qu'on parle à nos représentants légaux, les députés, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans ce piège permanent. Alors, nous allons aborder le deuxième sujet de cette émission, le débat sur la révision de la Constitution qui alimente également beaucoup de polémiques, surtout après la dernière sortie du ministre garde des Sceaux de la Justice, Maître Joseph Djogbenou. Alors, entre la volonté du gouvernement de contourner le peuple et le contenu de ce projet de révision qui tarde à être vulgarisé, on se demande bien, Julien Oussou, vers quel type de révision de la Constitution on s'achemine? Merci beaucoup encore pour cette question-là. Heureusement que nous avons appris hier qu'en Conseil des ministres, le décret de transmission a été signé. Et donc, en tant que citoyens, depuis toujours et depuis des mois maintenant, nous attendions de voir le test. Et nous espérons que le test sera sur la place publique d'ici là, pour commencer par regarder son contenu. Parce que même une virgule dedans nous intéresse. La Côte d'Ivoire connaît la valeur d'une virgule, connaît la valeur d'une conjonction de coordination d'une constitution. Et c'est pourquoi ça intéresse le citoyen. On doit pouvoir, disons, se rebeller, j'utilise le terme, contre toute constitution qui pourrait être une constitution d'élite, disons des élites, formatée par les élites, parce que justement,
nul ne peut avoir la prétention de nous proposer quelque chose de parfait. Et si tant est que les imperfections vont rejaillir sur nous tous, il est intéressant qu'on nous tienne informés et qu'on puisse voir à l'intérieur. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la conscience du Béninois, disons, le besoin, sinon, le Béninois est conscient de ce qu'il faut réviser la constitution béninoise, parce qu'il y a des réglages à faire. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à accepter une révision n'importe laquelle. Et donc, de ce point de vue, j'estime que ne pas mettre les soins qu'il faut, ce serait peut-être de gâcher l'opportunité que nous avons d'arriver à avoir une révision consolidante. Et de ce point de vue, en attendant le contenu, parce que moi, personnellement, on a eu, au niveau de WANEP, à interpeller des gens pour dire, mais le test, il sortira quand? Il a déjà mis du retard pour sortir, il faut l'avouer. Maintenant, s'il sort, enfin, on pourra voir à l'intérieur. Mais au demeurant, personnellement, je peux comprendre qu'un pouvoir décide de fuir la voix du peuple et donc de fuir le référendum. Parce que peut-être en analysant le contexte, se rendant peut-être compte que ça ne va pas lui être profitable. Parce que peut-être on veut coûte que coûte, on pense coûte que coûte que ça doit être tel qu'on a pensé. On peut leur conseiller ça. Mais on ne peut pas comprendre qu'en décidant de prendre la voie parlementaire, et même en restant dans l'option que ça va passer, disons, sans revenir au référendum, qu'on ne veuille pas permettre aux citoyens, disons, le contenu de comprendre le contenu. Parce que toute révision constitutionnelle dans un processus ou dans un régime démocratique doit au moins permettre de rapprocher le citoyen de sa loi fondamentale. Et si on ne donne pas le temps d'en parler, on ne pourra pas. Vous savez, dans la loi référendaire, il est prévu qu'au moins 4 mois, le texte soit disponible. S'ils ne sont pas capables de nous donner au moins 4 mois pour qu'on en discute, et qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils donnent, mais ça ne peut jamais être en procédure d'urgence. Parce que ça, c'est décider, disons, d'empêcher le citoyen d'objecter ou d'opiner dessus, alors qu'on sait qu'on va lui opposer après que nul n'est censé ignorer la loi. Monsieur Assa, le ministre garde des Sceaux est sorti, il a dit que la révision se fera en mars, nous l'avons tous entendu. Comment est-ce que vous appréciez cette façon dont on s'apprête à réviser la loi fondamentale du pays? Je vais d'abord dire que c'est déjà heureux, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, que nous ayons enfin un test. Enfin un test. Et ça fait l'un des objectifs qui corrobore l'expression du garde des Sceaux. Le mois de mars sera le mois de la révision. Une nuance. Est-ce qu'il est en train de dire que c'est dans le mois qu'on va voter la révision? Il n'a pas dit ça. Enfin, le mois de mars sera le mois de la révision. Est-ce qu'il y a une autre façon de l'interpréter? Mais la révision, c'est tout un processus, j'imagine. C'est-à-dire, c'est d'abord le test que nous avons réclamé beaucoup de temps. Nous sommes sortis plusieurs fois, Social Watch est sorti plusieurs fois pour dire où est le test. Sur quel test travaillons-nous? L'avantage de la commission Diabono était donc de travailler sur les 2 tests précédents, les 2 commissions qui ont fait un bon travail, et la résultante est sortie. Mais c'est où on a travaillé sur les tests, les articles qui peuvent faire objet de propositions que le président a su bien introduire au niveau de cette commission. Et enfin, on a pu opiner sur ça. On a eu des perceptions, on a eu des appréhensions à des niveaux donnés. Et finalement, le test est où? Donc, le Conseil des ministres d'hier a enlevé le doute de l'opacité dans la communication autour de cette affaire. Mais ce n'est pas fini. Il faut que nous ayons accès à ce document, effectivement. Le mois de la révision, pour moi, c'est un processus. Mais il y a tellement d'handicaps. C'est ce qu'ils n'aiment pas entendre. Quelles sont les possibilités pour pouvoir parler comme eux? Je te dis que quelle est l'évidence que l'on parachève? C'est-à-dire c'est le mois de la révision. Mais est-ce que c'est la fin de la révision? Il a dit le mois de mars, il n'a pas dit le mois de mars, avril, mai, juin, comme la loi référendaire le réclame 4 mois à population. Non, ne lui prêtez pas population pour savoir le contenu du test. Moi, j'ai compris que ce sera le mois où ce qui est impossible peut se faire. Et c'est ce que vous voulez dire aussi. Je pense que nous avons l'avantage de le comprendre. Qu'enfin, on commencera par finir cette affaire-là. Je dis enfin, on va finir. Parce que ça a trop duré, vous aussi. Depuis Kérékou, depuis Soglo, et depuis, disons, Kérékou encore. Ou bien, Kérékou 2 plutôt, Kérékou 2, et Yaïbouni et Talon. Que Talon a la vertu, n'est-ce pas, de finaliser ce que les autres ont laissé.
Donc, je crois que nous avons encore cette chance-là. Et ce mois de mars donne déjà des clignotants que nous allons pouvoir finir. Vivement que l'on finisse avec cette affaire. Donc, ce que vous comprenez, c'est que le mois de mars déclenchera la révision de la Constitution. Exactement. Et les habitudes sont là. Et je pense que les appréhensions soulevées par mon collègue sont justifiées. On ne veut pas faire une révision exclusive. Nous voulons une révision inclusive. Nous voulons une révision qui intègre la dimension, n'est-ce pas, de la participation citoyenne, de l'engagement citoyen au cœur de ce processus. Parce qu'aujourd'hui, en l'État, qu'est-ce qui vient devant nous aujourd'hui? Et quelle est la place de ce qui vient devant nous? Quelle est la place que ce qui vient devant nous occupe dans les fondamentaux qui ne sont pas touchables, pour quelle que soit la force de la révision là? On ne sait pas encore. Donc, à mon avis, on espère que ça ira. On espère que ça va commencer dès aujourd'hui. Déjà, ce papier-là circule, je suis sûr. Si ce papier circule, c'est déjà important qu'avant la fin de la journée, nous l'ayons aussi. Le mois de mars sera le mois de la révision. Julien Oussou, vous avez l'impression qu'on va vers une révision en catimini. L'exécutif qui l'envoie au Parlement, qui l'adopte, et ça passe au 4/5e. En fait, je regarde, je ne vois pas la chose possible. Je ne commence pas aussi me calmer. Parce qu'aujourd'hui, on est le 16 ou le 15. 16. Et il y a une douzaine ou une quinzaine de lois en session déjà qui démarrent. Et la révision n'est pas... Et en procédure d'urgence. Voilà, la révision n'est pas au programme du jour. Et donc, je suis en train de regarder. C'était peut-être une balle d'essai, mais on ne pouvait pas vraiment espérer ça. Parce que ce serait vraiment avoir fait des années de lutte pour préserver notre constitution pour rien. Et donc, de ce point de vue, ce que nous, au niveau de WANEP, nous craignons de plus en plus, c'est que pas toutes ces réformes, pas toutes ces actions qui sont de nature, qui créent des polémiques, c'est comme si nous mettons une certaine pression continue et vraiment à intensité progressive avec le citoyen. En fait, sur le citoyen, je veux dire, sur le citoyen. Et donc, il faut trouver à un moment donné les mécanismes pour permettre aux citoyens de souffler, et de s'exprimer sur tout ça. Sinon, il faut prendre garde des réactions possibles que le citoyen pourrait avoir. Et ce serait dangereux pour la paix et la quiétude de la société. Et je pense que fonctionner comme ça, là, c'est ne pas donner la possibilité, effectivement, aux citoyens de dire exactement ce qu'ils pensent. Et on serait certainement en train de mettre, à travers cette révision, une possibilité encore d'induire ce que nous ne voulons pas dans ce pays. Il faudrait qu'on ait la possibilité de parler. Il ne faudrait pas qu'on rate de réviser encore parce que tout porte à croire qu'aujourd'hui, on veut se passer, n'est-ce pas, de la population pour pouvoir le faire. Je pense qu'on s'en va vers la prise en otage de notre peuple encore. Avec les débats sur la révision, je pense que le processus de politique et de politisation à outrance rentre encore dans ce débat de la révision de la Constitution. Et malheureusement, je dis que ça peut ne pas prospérer. Ça peut ne pas prospérer, c'est le mot de fin de cette émission. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Gustave Assa, président du réseau Social Watch Bénin. Julien Oussou, coordonnateur national de WANEP Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes opinions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.